Chers compatriotes congolais, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est placée depuis quelques mois face à une situation politique post-électorale qui comporte beaucoup de variantes charriées par un processus électoral hautement toxique qui a complètement empoisonné, entre autres, l'environnement politique, social et judiciaire de notre pays, provoqua en hauteur une confrontation entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Russie. Les élections du 30 décembre 2018 et ses corollaires, l'accord entre les FCC et les CACH qui empoisonne la vie de la nation, l'omniprésence de la corruption au sein des institutions de la République, dans les processus électoraux et dans toutes les sphères de la société, les comportements versatiles des États-Unis d'Amérique, l'influence de la Russie et de la Chine sur les FCC et sur certains acteurs politiques, la mainmise du Rwanda sur la RDC, la violation de la Constitution et des lois de la République par la Cour constitutionnelle, l'instabilité et l'inconstance de l'élite politique congolaise, l'impuissance de la communauté internationale face à l'instabilité dans notre pays, le déviationnisme religieux, l'affaiblissement de la masse laborieuse par une mafia politique sont des éléments constitutifs justifiant l'existence d'une pesanteur politique qui influence gravement les cours des événements et de la vie politique dans notre pays. L'effondrement de l'architecture politique, démocratique, sociale et judiciaire de notre pays, suivi par la décomposition totale de toutes les structures républicaines créées au 30 juin 1960, en appelle impérativement à un sursaut républicain précédé par une autopsie complète de la République démocratique du Congo afin de réveiller à la fois la mémoire collective ainsi que la conscience nationale, puis d'amener chaque citoyen congolais à se revêtir d'un esprit guerrier, à se munir de toute l'armure nécessaire pour aller à l'assaut final contre l'arbitraire, le népotisme et l'occupation, en ayant pour objectif primordial la reconquête de notre souveraineté nationale afin de relever notre pays qui gît par terre depuis plusieurs années. Chers compatriotes congolais, généralement, face à un ennemi qui menace sans cesse l'intégrité territoriale de notre pays et qui met constamment en péril la vie de toute une nation, et en l'absence d'une assistance réelle à une nation sans cesse en danger, chaque peuple au monde a les droits, les devoirs et l'obligation de se lever, de se battre et de se défendre en faisant usage de ses propres moyens ou tout simplement des moyens en sa possession pour sauver sa nation. Ce jour est arrivé pour notre pays, car vouloir retarder l'assaut populaire final contre l'ennemi et vouloir attendre indéfiniment une aide extérieure qui ne viendra probablement pas, jamais, est une façon de capituler face à un ennemi déterminé à en finir avec notre peuple. En effet,
la persistance et la succession des événements tragiques dans notre pays ont fini par démontrer depuis un certain temps qu'aucun pays au monde ne dispose de solutions appropriées pouvant mettre fin à l'occupation, au pillage, à la misère et à la tragédie dont est constamment victime la République démocratique du Congo, notre pays, d'autant plus que tout ce qui nous arrive, tout ce qui est à la base de la destruction de notre pays relève d'incessants complots ourdis de l'extérieur avec la complicité naïve de certains de nos compatriotes avides du pouvoir et de l'argent qui sont malheureusement passés du camp de la patrie à celui de l'ennemi. Chers compatriotes congolais, on ne peut rafistoler l'histoire pour espérer bâtir une démocratie durable dans notre pays. Il faudrait donc réécrire proprement et sans tâche l'histoire de notre pays, maintes fois falsifiée. Il nous faudrait également remonter expressément les temps, et puis relier les époques, afin de rattacher le passé au présent pour en tirer les conséquences. Poser un antibiogramme pour identifier l'ennemi, tel une pandémie, identifier son mode opératoire et l'étendue du réseau dont dispose l'ennemi à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, et les placer tous sur une même ligne de mire avant de faire des projections sur les actions éminentes que nous devons, ou plutôt nous devions mener collectivement afin de neutraliser les uns, de les neutraliser les uns après les autres. Telle une partie émergée de l'iceberg, les principaux ennemis du peuple congolais depuis plusieurs années se révèlent être les Rwandais, pays derrière lesquels sont alignés beaucoup d'autres nations ainsi que de nombreuses multinationales décidées à combattre la RDC et à mettre à genoux le vaillant peuple congolais. Mais ils n'y arriveront jamais. Merci. Exposant sur un thème intitulé, je cite, la thèse d'un complot international contre la République démocratique du Congo. Fin de citation. C'est ça la thèse. L'historien Patrick Mbeko déclarait ce qui suit, je cite, la guerre qui avait commencé au Rwanda en 1990 ne visait pas le Rwanda, mais elle visait les Zaïre du président Mobutu. Et donc, le Rwanda ne servait que de tremplin à une campagne militaire de grande envergure pour déstabiliser les Zaïre. Point de citation. Dans le même ordre d'idées, le colonel Robert Day déclarait également ce qui suit, je cite, c'est au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1989 que l'ordre mondial avait changé. C'est à partir de ce moment que la France, gendarme de l'Afrique, avait perdu toute utilité aux yeux de ses pairs de l'Occident. Ses principaux partenaires avaient alors décidé d'entrer en RDC par la porte du Rwanda. Et pour ce faire, il fallait faire sauter les Français et le président Habyarimana, alliés de la France, pour pouvoir s'attribuer les richesses du Kivu et du Congo. Fin de citation.
chers compatriotes congolais, de révélation en révélation, il est clairement apparu aux yeux de tous que le président rwandais Paul Kagame est celui qui a bâti l'avion au bord duquel se trouvaient deux chefs d'État en guise de signal pour le déclenchement d'un génocide programmé uniquement dans le but de prendre le contrôle de notre pays. Selon Michael Hourigan, qui était le chargé d'enquête du tribunal pénal international pour le Rwanda, mais également de l'ONU, je vais les citer, Kagame est le commanditaire de l'attaque de l'avion à bord duquel se trouvait Habyarimana. Attaque exécutée par un groupe d'hommes appelé New York qui travaillait pour Kagame. Fin de citation. Au vu des différents rapports concluants, les uns les autres, tout porte à croire, mesdames et messieurs, qu'on a trop vite écrit l'histoire du génocide rwandais. Il fallait prendre le temps d'enquêter et d'observer le comportement des autorités rwandaises afin de donner une autre orientation à cette histoire de génocide qui est en fait une autoflagellation barbare rwandaise ayant intentionnellement causé plusieurs millions de victimes collatérales dans notre pays. En octobre 1996, les Rwandais de Paul Kagame avaient envahi notre pays sous prétexte de poursuivre ses compatriotes que le régime de Kigali qualifiait de génocidaires Hutus. À cet effet, vous vous en souvenez, 400 000 hommes, femmes et enfants, et avec des millions de Congolais, des milliers de Congolais, avaient alors été systématiquement massacrés par l'armée du Front patriotique rwandais, sous le regard impassible de la communauté internationale et des États-Unis qui, par la bouche de l'Américain Vincent Kern, qui était alors directeur des affaires africaines au département d'État, en fonction au moment des fêtes entre, bien entendu, 1990 et 1996, affirmait ce qui suit, je cite, Kagame, tenez bien, Kagame, disait-il, et ses hommes avaient raison d'être inquiets. Leur ennemi était massé à la frontière, à leur frontière. Ils menaçaient de renverser le gouvernement en place au Rwanda. C'était ça la raison qui justifiait cette attaque. À l'inverse de ce que disait M. Vincent Kern, face à l'ampleur du drame subi par les Congolais, les rapports du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC. Ces rapports notaient ce qui suit. Je cite, « Cependant, aucun rapport ne peut suffisamment décrire ce que les populations civiles au Zaïre, devenue République démocratique du Congo, ont vaincu. » Fin de citation. En d'autres termes, mes chers compatriotes, les Congolais doivent avoir aujourd'hui le courage d'éventrer les bois, à défaut de les disséquer afin de démonter les mensonges pièce par pièce, de confronter les réalités et de rétablir la vérité pour les besoins de l'histoire. Au lendemain de notre indépendance, pourtant, les États-Unis étaient l'un des nombreux pays au monde qui nous avaient déclaré leur amitié, considérant la RDC comme étant un partenaire important. Ce qui
justifiait l'intégration de la RDC dans les girons capitalistes. Cet état de fait a par ailleurs été réaffirmé le 31 janvier 2019 par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, M. Mike Hammer, qui a admis, je cite l'ambassadeur, que depuis l'indépendance de la RDC en 1960, nos deux pays, les États-Unis et la RDC, ont une histoire commune de coopération. Ça, c'est l'ambassadeur américain. Fin de citation. Et pourtant, au regard de l'histoire, la neutralisation en septembre 1960, puis l'assassinat en janvier 1961 de tout premier ministre de l'histoire de notre pays, Patrice Emery Lumumba, sont des faits tragiques qui étaient connus des États-Unis et qui étaient commandités par certains pays qui se disaient alors proches et amis de la RDC. Chers compatriotes congolais, durant les années qui ont succédé à notre indépendance, la RDC s'est vue imposée par les blocs occidentaux sous la houlette des États-Unis d'Amérique le rôle de bouclier contre les périls rouges en Afrique. Et c'était dans un contexte de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Le rôle dévolu à la RDC avait pris de l'ampleur avec l'arrivée au pouvoir en 1965 de Mobutu, où des pans entiers de notre territoire avaient abrité des bases militaires fixes, mobiles et improvisées à partir desquelles partaient plusieurs opérations de déstabilisation de nombreux pays frères d'Afrique, dont l'Angola. L'action de la RDC dans cette guerre idéologique entre les deux blocs, Est et Ouest, avait permis au bloc occidental d'étendre son influence politique sur les pays progressistes. En contrepartie, nous ne voyons pas en quoi notre ami et principal allié, les États-Unis d'Amérique, avait-il cautionné l'éviction en 1960 puis l'assassinat en 1961 de Patrice Emery Lumumba. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi 32 années après la prise du pouvoir par Mobutu, les États-Unis d'Amérique, notre meilleur et principal ami et allié, associé à d'autres pays, avaient-ils cautionné l'agression rwandaise contre la RDC, poussant à la sortie à Mobutu pourtant affaibli par la lutte politique menée de l'intérieur par l'IDPS dont je faisais partie, alors, sans avoir songé à assurer à notre pays un service après-vente. Le clan Kabila, qui a été porté au pouvoir par les États-Unis d'Amérique, pays amis et alliés de la RDC, a laissé le Rwanda et l'Ouganda associés aux multinationales et à d'autres pays ayant fait partie de la coalition meurtrière, piller les richesses de notre pays, massacrer par millions nos concitoyens, perpétuer la violence sur l'ensemble de notre territoire et s'accaparer des pans entiers de nos terres en procédant à la transplantation d'une partie de la population rwandaise sur le sol congolais après avoir décimé les autochtones. Le 31 août 1999, indignée par l'horreur vécu lors de son séjour en RDC, la sénatrice américaine Cynthia Ann McKinney écrivait à Bill Clinton, alors président de la République, ce qui suit. De vous informer qu'en RDC, comme en Afrique en général, des crimes se commettent avec
apparemment l'aide et les supports de votre administration. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que la politique des États-Unis a échoué en RDC. Je dois ajouter que votre échec dans l'arrêt de l'invasion illégale de la RDC, qu'ont mené à terme vos alliés, l'Ouganda et le Rwanda, a porté directement ces pays à commettre des crimes contre l'humanité en territoire congolais. Maintenant vous-même, c'est toujours Mme Anne qui parle, maintenant vous-même, Monsieur le Président, vous demandez au monde qu'il ferme les yeux devant cette politique scandaleuse. Alors que le monde sait que l'Ouganda, tout comme le Rwanda, ont attaqué militairement les territoires de la RDC. Et cela jusqu'à l'intérieur du pays et non pas seulement sur les frontières. Les atrocités qu'endurent quotidiennement tous les habitants de cette région sont scandaleuses. C'est la conséquence de la mauvaise politique des États-Unis et de l'indifférence du leadership américain. Ça, c'est une Américaine qui parle. De surcroît, une sénatrice. Chers compatriotes congolais, avec un peu de recul, on s'aperçoit que rien ne justifie les castings opérés par les États-Unis d'Amérique sur la RDC qui consistait à porter le clan Kabila au pouvoir, sachant que Laurent Désiré Kabila était un petit joueur, selon l'ambassadeur américain Dan Simpson, alors qu'il vivait d'harcèlement dans son maquis, qu'il était déconnecté du monde politique, qu'il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or en faisant quelques éléments. Ça là, c'est toujours l'ambassadeur qui parle. Qu'il persuadait les Chinois, soi-disant, qui faisaient une révolution contre Mobutu pour leur soutirer un peu d'argent. Fin de citation. Durant la même période, le président ougandais Yoweri Museveni déclarait à propos de Laurent Désiré Kabila toujours ce qui suit. Je cite: je pensais qu'il avait un potentiel car il s'opposait depuis très longtemps à Mobutu. Mais on savait qu'il était un piètre organisateur. Et pour sa part, Paul Kagame du Rwanda parlait de Laurent Désiré Kabila en ces termes. Je ne me souviens de rien qui me frappait en son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Aïwas. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Ça, c'est Kagame qui parle. Chers compatriotes congolais, c'est cet homme-là que les États-Unis avaient décidé de porter à la tête de la République démocratique du Congo en 1997. Et pourtant, les États-Unis savaient bien que Kabila n'avait pas un profil politique pour diriger la RDC. C'est ce qu'affirmait également Dan Simpson, qui était alors ambassadeur. Il faisait devant un officiel congolais de haut rang qui reprochait aux États-Unis en ce moment-là de vouloir placer au pouvoir un Kabila, je parle de Laurent Désiré Kabila, un Kabila dont les services américains, notamment la CIA et la DIA, qualifiaient de bandits et d'escrocs. Le mot ne vient pas de moi, mais ça vient de ces deux services. Partant, les conséquences logiques de ces choix étaient prévisibles, sinon connues d'avance par les États-Unis d'Amérique et par tous les pays ayant été aux côtés du Rwanda contre la RDC. Dans les faits, au fil des années, elles se sont traduites par des conséquences par l'instauration d'une monarchie républicaine suivie par une dictature féroce, des massacres de plus de 12 millions de Congolais, l'instauration d'une insécurité permanente dans la partie est de notre pays, le pillage systématique de nos richesses, l'affaiblissement du rôle et de la vocation de la RDC dans la sous-région. En Afrique et dans le monde, la sortie frauduleuse et incontrôlée et depuis notre territoire des matières radioactives à destination des pays à haut risque
ainsi que par l'effondrement de toutes les structures du pays. Chers compatriotes congolais, nous avons été si longtemps humiliés et comme il fallait s'y attendre, des prédateurs de la démocratie ont été placés aux commandes de la RDC. Ces derniers n'ont pas hésité à répondre régulièrement par la violence aux revendications populaires et légitimes formulées par les souverains primaires. Maintenant, s'agissant de la MONUSCO, pour sa part, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en cycle, forte de ses 462 observateurs militaires, 937 civils internationaux, 472 volontaires des Nations Unies, 19 461 soldats et d'un budget non annuel de plus d'1 milliard de dollars américains. Et cette institution n'a pas été à la hauteur de sa tâche. La preuve en est qu'entre octobre 2014 et mai 2016, plus de 1116 personnes avaient été massacrées. Je parle des Congolais, avaient été sauvagement massacrés. Ces chiffres macabres donnaient une moyenne de 60 personnes tuées par mois ou encore 2 personnes tuées chaque jour. Par ailleurs, de nombreuses personnes étaient tuées non loin des positions de la MONUSCO. S'agissant de l'Union africaine, dans ses objectifs et principes, l'acte constitutif de l'Union africaine recommande aux États africains de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Article 3, lettres B et C. Mais il recommande également d'observer le respect des frontières existantes au moment de l'accession de l'indépendance. Aussi l'interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les États membres de l'Union, la non-ingérence d'un État membre dans les affaires d'un autre État, mais également les droits de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité, ce que nous avons connu par exemple, la coexistence pacifique entre les États membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité, mais aussi le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et la condamnation et le rejet de l'impunité des assassinats politiques, des actes terroristes et des activités subversives. La condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Donc article 4, lettres C, F, G, F, et H, I, M, O, P. C'était bien de le savoir, parce que ça fait partie de l'acte constitutif qui régit cette institution. Mais foulant au pied ses propres recommandations, l'Union africaine n'a pas trouvé mieux d'autre que de placer un criminel, Paul Kagame, à la présidence en exercice de l'Union pendant la période allant de janvier 2018 à janvier 2019, au mépris des crimes et pillages perpétrés par ces derniers en RDC et au mépris également de l'acte constitutif dont sont signataires les deux pays, donc le Rwanda et la RDC. Soyez-en rassurés, chers compatriotes, ce défi nous a été lancé par le Rwanda. Ce défi qui nous a été lancé par le Rwanda ne sera resté sans conséquence. S'agissant de la francophonie, contrairement à leurs prédécesseurs qui ont si chacun porté haut
et relever les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, les présidents Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont respectivement porté une estocade à la RDC, courbant les chines devant le Rwanda, notamment en portant à la tête de cette institution jadis respectueuse Louise Mushikiwabo, qui est reconnu comme co-auteur des massacres, pillages, mais aussi co-responsable de graves violations des droits de l'homme en RDC. Autant Nicolas Sarkozy avait en son temps bradé les valeurs de la francophonie, notamment cautionnant les massacres des Congolais par le Rwanda, autant Emmanuel Macron a violé l'esprit des déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, notamment en plaçant les intérêts politiques égoïstes au devant des valeurs démocratiques incarnées par l'organisation depuis sa création. Cette attitude de la France ne sera non plus restée sans conséquence. S'agissant de la Cour constitutionnelle, la plus haute institution judiciaire de notre pays a changé de revêtement et fonctionne à présent en mode entre guillemets irrégularité. Bref, la Cour constitutionnelle a failli à ses obligations constitutionnelles, notamment en ayant un comportement qui entre en collision avec les droits et qui viole la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 15 octobre 2013. En ce qui concerne la gestion de la procédure de recours dans la cause des 1240 dossiers qui lui avaient été soumis et dont certains sont restés pendant jusqu'au-delà du temps prévu par les différentes lois et qui ont abouti à l'invalidation de certains députés 4 mois après les délais légaux. Ce qui s'en était suivi, mesdames et messieurs, a été d'une flagrance inouïe, car la suite de cette procédure, dans toutes ses variantes, a été entachée de nombreuses irrégularités qui feront désormais jurisprudence. La Cour vient de créer un précédent judiciaire, non seulement dans les domaines électoraux, mais dans un champ juridique étendu, car désormais les arrêts de la Cour seront attaquables. Selon les quotidiens belges, les soirs, je cite, les États-Unis, le Canada, la Suisse et le Royaume-Uni ont indexé la Cour constitutionnelle, lui reprochant de nuire au climat politique apaisé. Et dans la foulée, Bernard Luamba, qui en est le président, a été sanctionné par les États-Unis pour corruption, alors que les membres de la Cour sont astreints au respect de l'article 29 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui prévoit, c'est toujours mieux de les citer, je cite, que les membres de la Cour, ceux du parquet général et les conseillers référendaires sont soumis à l'obligation générale des réserves, de dignité et de loyauté envers l'État. Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale. Fin de citation. Au regard de la loi, là nous avons l'article 47.7 de la loi portant statut des magistrats, je cite, sont notamment constitutifs de fautes disciplinaires, le fait pour un magistrat de violer les termes de son serment. Réagissant contre les violations perpétrées par la Cour constitutionnelle, j'avais écrit à celle-ci pour demander que soit fait expressément application de l'article 30 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour, qui prévoit ce qui suit, je cite, « Tout manquement au devoir prescrit par la présente loi organique constitue une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions du statut des membres de la Cour. » Au regard de la loi, sont notamment constitutifs des fautes disciplinaires
le fait pour un magistrat de violer les termes de son serment. C'est ici le cas en espèce. Par ailleurs, j'avais démontré à travers un courrier adressé à ce sujet à l'intention des chefs de l'État qu'en produisant une série d'arrêts qui violent la constitution de notre pays, la Cour a attaqué sévèrement les serments constitutionnels du président de la République et a lancé indiscutablement un défi contre le chef de l'État qui a pour mission de veiller au respect de la Constitution selon l'article 69 de notre Constitution, d'autant plus que selon l'article 149 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple, mais les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Dès lors, il faudrait que justice soit faite. S'agissant de la Commission électorale nationale indépendante, cet organe a, dans toutes ses variantes, CI, CENI, a cessé d'être une institution d'appui à la démocratie, devenant un vecteur de la corruption, une marraine de la tricherie et un outil qui s'est servi la Kabylie en amont et en aval du processus électoral pour s'octroyer à sa guise une majorité au sein de toutes les institutions de la République, mais aussi pour distiller l'esprit des morts et endeuiller de nombreuses familles à chaque échéance électorale. Le dernier processus électoral en date en est une triste et tragique illustration. Dans la suite des temps, il devient impératif d'humaniser la Commission électorale nationale indépendante, notamment en y affectant des personnes ayant un cœur de chair et non pas celui de pierre. Tentative de confiscation du pouvoir par la Kabylie, intrusion de la machine à voter dans les processus électoraux, tricherie, corruption, crise sociale et politique, violence pré- et post-électorale, contestation post-électorale. C'est dans ces contextes que le 24 janvier de cette année, le président Félix Tshisekedi a hérité d'un pays où pendant des décennies, le pouvoir était concentré entre les mains du clan Kabila, qui rêve de revenir au pouvoir aujourd'hui au point de récupérer par la ruse électorale toutes les institutions du pays qu'il croit avoir cédées, alors qu'en réalité, il les a toutes perdues car vomies par le peuple congolais. Revenant en charge, les FCC, en association malheureusement avec les caches, tentent de faire ravaler aux Congolais des hommes et des femmes du FCC que l'ensemble de notre peuple avait depuis des années vomi, alors que tous nous savons que faisant usage de la tricherie électorale, les FCC s'est constitué une majorité virtuelle au départ, qui l'a par la suite rendue effective, notamment au sein des gouvernements provinciaux, dans les assemblées provinciales, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui lui confère malheureusement le droit de former un gouvernement à prédominance FCC, à la tête duquel est placé un homme de son choix, M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Chers compatriotes congolais, prétendre et vouloir définir la nouvelle configuration politique en s'appuyant non pas sur la Constitution, mais plutôt sur un accord électoral dont les Congolais ignorent la teneur, est un casting politique à haut risque qui fistule au nom et de ronger progressivement le maigre espoir né du nouveau paysage politique ici de l'accession au pouvoir du nouveau président de la République. Ces faits entraînent davantage une frustration au sein de la société congolaise.
est telle une levure dans la pâte de farine, une accumulation de frustration au sein de notre peuple risquerait, un jour ou l'autre, de mener à un soulèvement populaire. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais c'est une évidence. Chers compatriotes congolais, on ne peut se permettre de placer aux commandes de notre pays des individus membres du FCC dont la méchanceté a changé la nature de leur cœur. En effet, à chaque carrefour de son histoire, le peuple congolais a toujours su faire appel à sa combativité pour trouver des bons chemins. Aujourd'hui, la RDC est au cœur des enjeux économiques majeurs qui nous exposent à la convoitise de nombreux pays industrialisés ainsi qu'à d'autres prédateurs. Notre pays est également au centre des enjeux politiques internationaux qui risquent d'enflammer le monde si nous ne parvenons pas à définir un comportement politique responsable. Les vols d'environ 300 kg de matière radioactive proche de l'uranium, des bijoux dans les installations de la Gécamine, dans le Haut-Katanga, risquent de troubler la paix dans le monde et d'envenimer dangereusement les relations entre les nations au risque de déboucher à une confrontation armée qui ne laissera pas épargner notre pays. Il nous faudrait donc une grande participation, car l'avenir économique, social et écologique du continent, tout comme la planète, se joue dans notre pays, alors que nos politiques, nos scientifiques et nos économistes sont en reste. Rassurez-vous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il est temps de nous ressaisir et de ne plus laisser les autres agir et décider à notre place. Merci. Chers compatriotes congolais, revenons à présent aux modalités de notre lutte de libération. Sans oublier que les plus grandes victoires se construisent lorsqu'on fait attention aux petits détails. En effet, les petits détails, croyant avoir affaire à un conflit interne entre Congolais, les petits détails nous ont échappé lorsque le 18 octobre 1996, à 22h, les Rwandais fendaient notre territoire en plaçant quelques Congolais à la tête de la bande armée pour masquer l'agression du Rwanda contre notre pays. Les petits détails, c'est également lorsque Mobutu négociait un accord de cessez-le-feu avec Kabila à bord du navire sud-africain Utenika. C'est en réalité Kagame qui donnait des ordres à l'AFDEL, lui ordonnant de continuer l'offensive armée. Les petits détails, c'est surtout lorsque Kagame fait dire à Laurent Désiré Kabila que les troupes qui sont entrées avec lui en RDC le 17 mai 1997 ne sont composées exclusivement que des Congolais et qu'aucun Rwandais n'y était associé. Les petits détails, c'est aussi lorsque l'occupant se met à massacrer sous nos yeux les éléments de nos forces armées zaïroises de l'époque, réputés être parmi les meilleurs au monde, sous prétexte que ceux-ci sont ennemis du peuple congolais. Les petits détails, c'est le fait d'avoir autorisé les survols de notre territoire, ainsi que la desserte de certaines de nos villes
par des avions de la compagnie de transport aérien, les Rwandair, en raison de 3 rotations par semaine, alors qu'à chaque rotation depuis le Rwanda vers la RDC, ces avions présentent un taux de remplissage estimé à plus de 95% des passagers, composés essentiellement de ressortissants rwandais qui disparaissent dans la nature aussitôt arrivés en République démocratique du Congo. Puis, ces avions repartent de la RDC presque de la RDC vers le Rwanda, presque sans passagers. Pour éviter, chers compatriotes, la répétition des drames survenus dans notre pays par négligence des petits détails, une vigilance collective s'impose. Une étude comparée entre les comportements de Kagame associés à celui de Museveni, d'une part, face aux menaces dont ils estimaient faire l'objet, nous démontre que les dirigeants de la RDC sont restés inertes face aux nombreuses menaces, pourtant visibles, dont le pays a fait l'objet. Nos dirigeants politiques ont toujours eu tendance à confier la résolution de nos problèmes à d'autres pays, malheureusement, sans pour autant que l'on ait des bons résultats. Alors que, face à ce qu'ils estimaient être une menace pour leurs pays respectifs, Paul Kagame, tout comme Yoweri Museveni, s'adressait respectivement à l'attention des États-Unis et de la communauté internationale en ces termes. Je cite ces deux présidents. Si la communauté internationale ne faisait rien, disait-il, pour mettre fin aux menaces, nous trouverions une solution nous-mêmes. Et nous ne le dirons jamais comment nous comptons le faire. Fin de citation. Ça, il le disait devant les Américains et la communauté internationale. Pour mémoire, la contrée de Tchango, là où vous êtes présentement, est peuplée de nombreux irréductibles, remplis pour affronter contre toute forme de menace, tel que ce fut le cas en 1998 face à l'agression rwandaise. Nous ne sommes plus loin de réquiser sur notre contrée la présence des sanctuaires abritant tous ceux qui ont versé le sang de nos compatriotes pour une raison ou pour une autre. Chers compatriotes congolais, l'heure de la délivrance de notre pays a sonné. Il faudrait... L'heure de la délivrance de notre pays a sonné, disais-je. Il faudrait à présent rendre à la RDC sa grandeur. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Tibor Nagui, n'avait-il pas raison lorsqu'il déclarait le 15 mars de cette année ce qui suit? Je cite: l'esprit infatigable des Congolais, dont la plupart ont insisté sur les besoins de réformes et de progrès, m'a inspiré. Vous comprenez que notre esprit, l'esprit infatigable des Congolais, ont inspiré l'Amérique.
Cet esprit, fin de citation, cet esprit infatigable dont dispose chaque Congolais, chacun d'entre vous, doit à présent faire ses preuves. De ce fait, je demande solennellement au chef de l'État d'ordonner et d'organiser le retour de tous les ex-phases identifiables par leurs mécanos et de faciliter leur intégration au sein de nos forces armées. Je demande solennellement au chef de l'État d'ordonner et d'organiser le retour de tous les ex-phases identifiables par leurs mécanos et de faciliter leur intégration au sein de nos forces armées afin de renforcer celles-ci, sachant que notre pays est le seul au monde à avoir envoyé en formation ces éléments armés dans les meilleures académies militaires à travers la planète pour recevoir une formation d'élite, je dis bien une formation d'élite. C'est ce qui dans le passé assurera à notre armée une suprématie militaire indiscutable. Nos meilleurs éléments de l'ex-phase encore en vie, associés aux meilleurs d'autres qui font la fierté de notre pays et qui assure la grandeur de nos forces armées et la défense de notre pays depuis 22 ans, donc depuis l'arrivée de Kabila, constitue un cocktail de puissance et de savoir capable de pulvériser tous les défis sécuritaires afin de maintenir intacts les tracés de nos frontières tels que délimités lors de la conférence. Aux yeux de l'histoire, aucune raison ne saurait justifier les massacres par la Kabylie de valeureux éléments des forces armées zaïroises en 1997, qui, souvenons-nous-en, lassés par la dictature de la Deuxième République, avaient pourtant accueilli l'AFDEL en toute hospitalité. Les éléments de nos forces armées, ceux de la police nationale congolaise, ainsi que les éléments de nos services de sécurité, doivent avoir le courage de dénoncer tous les actes de discrimination dont ils ont été l'objet et de faire preuve d'une vigilance redoublée pour démasquer, neutraliser tout élément étranger infiltré dans l'un ou l'autre de ces trois corps. Merci. Car il faudrait nationaliser notre armée, la police et les services de sécurité. Il faudrait également former de manière continue, encadrer, soigner, bien rémunérer et doter aux éléments de ces trois corps de la République d'une sécurité sociale que l'on devra également étendre vers leurs dépendants. Chers compatriotes congolais, nous avons le droit de faire ces recommandations auprès des chefs de l'État qui relèvent de notre responsabilité en tant que citoyens de ces pays, en tant que contribuables. Il nous revient donc de prendre en charge les éléments de nos forces armées, les éléments de la police, ainsi que les éléments de nos services de sécurité. Chers compatriotes congolais, ayant identifié
le Rwanda comme étant celui qui entretient les groupes armés à l'Est, pratique la violence et le pillage de nos richesses. Nous ne devons plus nous contenter de dénoncer. Nous ne devons non plus espérer recevoir de l'aide venue d'ailleurs. Nous devons nous lever et nous battre pour retrouver notre souveraineté. Dans cette nouvelle lutte dans laquelle nous sommes engagés, le courage doit être plus fort que la peur, car la légitime défense implique qu'il y ait une réponse proportionnelle à l'agression subie. Pour préserver nos frontières, préserver la paix et la quiétude dans notre pays, et plus particulièrement dans la partie Est, nous devons faire exactement comme ce qui se passe entre les États-Unis et le Mexique, ou encore entre Israël et la Palestine, notamment en procédant à l'élévation d'un mur de séparation entre la RDC et ses deux voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Chaque Congolais doit à présent s'y mettre pour assurer l'effectivité de ces projets, pour ne plus donner accès à l'ennemi de pouvoir nous diviser les uns contre les autres. Nous devons réaffirmer notre unité autour de celui qui incarne la légalité constitutionnelle à l'image de Jacob, la Bible, face à son frère Ésaü. Nous devons également nous battre aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour faire sauter l'étau que la Kabylie a cerné autour du président de la République et qui ne cesse de se resserrer, car ayant détruit la société congolaise, la Kabylie qui a été surprise par la suite des événements tient par tous les moyens à récupérer par la main droite le pouvoir qu'il a cédé par la main gauche. Je dis bien que nous devons tout faire pour empêcher la Kabylie de récupérer par la main droite le pouvoir qu'il avait cédé. Le 24 janvier 2019, non pas de deux mains comme cela devait se faire, mais d'une seule main, la main gauche. Ce n'était pas la force des choses, mais aussi à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Pour sa part, le président de la République ferait mieux de s'entourer de meilleurs collaborateurs, des personnes qui ont une vision panoramique, crédible et disposant d'une probité morale requise. Le chef de l'État ferait également mieux de s'affranchir de l'accord contre nature qu'il aurait signé avec la Kabylie et de se séparer. Et de se séparer sans plus tarder de tout individu ayant une moralité au rabais. Car des personnes ne peuvent cheminer ensemble si elles ne s'accordent pas sur les valeurs essentielles, et surtout, nul ne peut servir de maître. Amen. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne peut se permettre de prendre le risque d'hypothéquer 37 ans d'élite dans l'opposition au profit d'un partenaire encombrant ici d'une école de négativité. Je reprends.
le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne peut se permettre de prendre les risques d'hypothéquer 37 ans d'élite dans l'opposition au profit d'un partenaire encombrant, ici d'une école de négativité. Pour l'intérêt supérieur de la nation, nous sommes rangés en ordre de bataille pour mettre hors d'état de nuire la Kabylie et ses tentacules. Avant de reconstruire le Congo, chers compatriotes, il faudrait avant tout reconstruire l'homme congolais. Je dis bien, avant de reconstruire le Congo, il faudrait avant tout reconstruire l'homme congolais qui, en réalité, est le tout premier chantier. Il faudrait redonner la vie à l'homme congolais afin que cessent les balais incessants des corbillards vers les cimetières. Rêver d'une hausse des taux de mortalité dans notre pays. Il faudrait que les uns et les autres, l'enseignant, les fonctionnaires, le médecin, l'artiste, le sportif, l'ouvrier, l'artisan, le pêcheur, l'agriculteur et l'éleveur, entre autres, retrouvent leur dignité et la joie de vivre. Que les retraités, les malades, la personne à capacité de mobilité réduite retrouvent leur place dans la société. C'est dans ce contexte que j'avais élaboré un projet à caractère social pouvant permettre de générer crescendo 10 000 emplois chaque année dans la ville de Kinshasa, dans le Congo central et dans les grands Bandundu, sans recourir ni à un énorme financement, ni à un financement extérieur. Ce projet, qui est resté sans suite, a été remis pour diligence au chef de la maison civile du président de la République il y a de cela quelques mois. Et j'espère qu'il en fera usage. Chers compatriotes congolais, au lieu de compter sur l'aide extérieure, il faudrait plutôt remettre les Congolais au travail, étant donné que l'aide extérieure est une ressource additionnelle qui ne peut à elle seule, je dis bien qui ne peut à elle seule concourir au développement de notre économie. Il faudra donc susciter la production et la création d'emplois. La multiplicité. Par ailleurs, dans un autre domaine, la multiplicité des lieux de culte est un signe révélateur sur l'identité spirituelle de la RDC, qui est une terre promise. Mais la prolifération des lieux de culte devient dangereux pour notre pays lorsque les désordres et l'anarchie s'installent dans les lieux de culte. Dans ce cas, il faudra combattre pour restaurer l'ordre. Compte tenu de sa grandeur infinie, Dieu ne peut se substituer à aucune créature. De même, ayant un caractère absolu, son pouvoir ne peut se substituer à aucun autre. Et faire ingurgiter du pétrole, de l'eau, de je ne sais quelle rivière aux sources, ou encore des substances difficilement identifiables aux fidèles, ne peut mener l'homme vers la rencontre de son bonheur et de sa destinée sur cette terre, ni vers la rencontre avec son Dieu au jour de la résurrection. De ce fait,
aucun individu n'est permis de vendre à l'aide des espèces sonnantes et trébuchantes la réservation d'un carré du paradis, tel que certains pasteurs le font à longueur de journée lors des cultes interminables. Tout ce qui marche à la contre de la parole de Dieu doit être combattu, car Dieu est un Dieu d'ordre. Enfin, nous aimerions dire à l'Amérique, et plus précisément à notre fidèle allié, les États-Unis d'Amérique, que de par sa position géostratégique, la RDC est partenaire naturel sur lequel peut compter chaque citoyen américain pour assurer la grandeur et la suprématie des États-Unis. Appelée à être l'un des pôles de stabilité en Afrique, la RDC veut absolument retrouver sa grandeur afin de rassurer et de sécuriser, car un plus faible ne peut garantir les intérêts du plus fort. Les États-Unis d'Amérique étant une superpuissance, il ne peut en aucun cas s'appuyer sur un Congo faible pour prétendre pouvoir garantir ses intérêts. L'ambassadeur américain Mike Hammer, que je salue, déclarait le 14 mars de cette année ce qui suit, je cite. C'est lui qui dit: je souhaite entendre directement de la bouche des Congolais en les racontant et à travers des conversations sur les réseaux sociaux. Je veux les entendre sur la façon dont les États-Unis doivent orienter leur partenariat pour promouvoir un avenir meilleur. Ça, c'est l'ambassadeur qui le dit. Et il le dit au nom des États-Unis. Les États-Unis doivent nous écouter et nous accompagner dans la démarche consistant à convoquer une conférence internationale sur le Congo. Enfin, les Congolais de la diaspora et ceux qui se trouvent au pays doivent savoir que la République démocratique du Congo est le seul espace terrestre où le Congolais doit se sentir mieux. Ni par ailleurs, les Congolais ne se sentiraient mieux qu'à l'intérieur de ses propres frontières nationales. Cet espace doit être préservé et soigné. Bien qu'indépendant, depuis des années, nous avons vécu en réclusion dans notre propre pays, malheureusement. Reclus dans la misère, reclus dans la famine, reclus dans le chômage, reclus dans la maladie, bref, reclus vers la mort. À présent, chers compatriotes, nous devons tous nous lever nos fronts longtemps courbés, unir nos efforts et prendre un plus bel élan pour bâtir un Congo fort au cœur des 5 continents. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.